Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Hoop Culture. On est dimanche, on enregistre cette émission un petit peu plus tôt dans la semaine. C'est pour ça que si on vous parle de playoff, on risque d'avoir un petit peu de décalage, mais on est ravis de vous retrouver et moi-même plus que ravi de retrouver Théophile. Comment ça va, Théo? Est-ce que la semaine a été bonne? On t'a beaucoup entendu. J'imagine que tu es clacados. Bah écoute, ça va très bien, effectivement. Si vous en avez marre et que vous voulez que je la ferme, dites-le moi, je le prendrai pas mal. Comme ça, vous pourrez simplement écouter la douce voix de Pierre Armand. En tout cas, je suis ravi de te retrouver, ravi de vous retrouver. Et cette semaine encore, on a un super invité. Pierre, je vais te laisser les honneurs de nous dire par qui on est rejoint. Ah bah ça fait là notre troisième invité, donc on continue de piocher dans les historiques de la Team Rivers et celui-là on ne peut pas passer à côté puisque c'est lui qui a la clé de la cassette et du coffre avec les sous-sous à l'intérieur et qui fait la direction artistique depuis des années du magazine et qui s'occupe de la publication, etc. C'est le couteau suisse de la rédaction de Rivers, Guillaume Laroche. Comment ça va, Guillaume? Bah, super, écoute, merci beaucoup. Magnifique présentation, couteau suisse, vous pouvez pas dire mieux, ça me fait bien plaisir. Alors, bah, Voilà, c'est vrai qu'historique, ça fait un peu vieux, mais en même temps, avec Théo, on sait ce que c'est, on est plus tout jeune, donc voilà, on accepte la sentence. Voilà, parce que alors, Guillaume, c'est vraiment l'homme de l'ombre par excellence, celui que vous ne connaissez pas, celui qui est à l'origine de tout, parce que voilà, le site Basket Session, bah, c'est sa création propre. Il était là également à la création du MOOC, du magazine Rivers, qui est devenu le MOOC par la suite. Moi, j'étais pas tout à fait au début, je les ai rejoints par la suite, mais effectivement, on serait pas en train de se parler tous les trois si Guillaume avait pas eu l'envie un peu folle de lancer un site internet sur le basket à une époque où ça se faisait pas du tout. Guillaume, est-ce que tu peux nous expliquer ou expliquer un petit peu aux auditeurs d'où vient Basket Session, comment c'est né, et puis peut-être le nom illustre de son prédécesseur. Illustre, effectivement, on va donner tout de suite les dossiers. Effectivement, bah, le tout premier site est sorti, je crois, c'était en 1999, j'aurais dit, à peu près. Ça s'appelait Vince on Fire parce que voilà, Vince Carter était l'homme du moment, période bah voilà un petit peu post-Jordan, voilà Vince Carter, c'était les plus gros highlights de NBA. Moi j'étais étudiant à cette époque-là, on apprenait le code HTML, c'était les débuts d'internet, on venait de découvrir Yahoo, on essayait de faire des sites internet. La homepage, on avait un Vince Carter qui tenait deux ballons avec des flammes dessus. C'était une page d'accueil magnifique. Voilà, donc c'était un site qui parlait de NBA et de Vince Carter. À l'époque, il n'y avait pas vraiment de vidéos, si je me souviens bien, mais il y avait des photos. Et puis, bah, petit à petit, en gros, bah, j'avais ajouté un forum à l'époque, je crois en 2001. Je crois que déjà en 2001, j'avais dû me rendre compte que Vince on Fire, ça craignait un peu et que ça rétrécissait un petit peu. Donc, on avait appelé ça tout de suite basketsession.com. Voilà. Et puis, bah, le forum de discussion qui a bien fonctionné. C'était à l'époque des forums, quoi. Les réseaux sociaux n'existaient pas, il faut le rappeler quand même. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Julien Deschwitner, a.k.a. Cream, sur le forum. Voilà. Et puis, on a commencé un peu l'aventure ensemble avec Julien. Puis Almami, voilà, et puis d'autres. À l'époque, il y avait Arnaud, Nono, tous les gens qui écrivaient un peu, qui venaient du forum et qui écrivaient des news sur Basket Session. Et on va dire que ça a progressé, comme ça le site a progressé pendant quelques années, jusqu'à avoir une version, on va dire, semi-pro en 2003 à peu près, quoi. Ouais, c'est à peu près à cette période, peu de temps après, qu'on a dû commencer à se rencontrer. Guillaume, moi, c'est Ouais. ça que j'avais découvert Basket Session en cherchant des tutos sur la préparation physique pour les basketteurs. Je peux vous dire qu'à l'époque, sur Internet, il n'y avait rien du tout. Donc, c'est comme ça que j'ai découvert le site. Après, j'ai vu qu'il y avait des infos. Et moi, ce qui m'avait tout de suite plu, c'était effectivement qu'on parlait de tous les baskets, qu'il n'y avait pas du tout ce clivage qu'il y avait beaucoup à l'époque entre, il y avait soit le basket français, soit le basket NBA. Et puis après, le street, c'était encore autre chose. Moi, c'est ça qui m'avait tout de suite plu, quoi. C'était l'état d'esprit hyper accueillant, on traite de tous les baskets de la même manière, avec la même passion. Et puis après, quand on s'est rencontrés, ça a assez vite cliqué au bout du compte. Bah, c'est vrai on avait une vraie identité streetball. Alors, moi, je suis pas un mec issu de la Fédé. On dirait pas comme ça avec mes lunettes et ma quarantaine, mais en fait, j'ai appris vraiment basket sur les playgrounds et notamment les playgrounds de Marseille, Pierre Armand, où j'ai pu jouer quand même 3 ans.
C'est pour ça qu'il y en a Bah, plus d'ailleurs. effectivement, dès 2000, on était très orienté streetball. C'est vrai que c'était l'époque des N1 mixtapes, donc c'était vraiment la grosse tendance. C'était vraiment le truc. On avait même mis en place à l'époque un système sur Basket Session qui s'appelait donc des sessions. Et le but, c'était de permettre aux membres de la communauté de se retrouver sur un playground. On avait un annuaire des playgrounds, donc on avait référencé au niveau communautaire tous les playgrounds en France, voire certaines extra en Belgique et autres. Et donc, on avait tous les playgrounds qui étaient référencés et les gens pouvaient se donner rendez-vous sur un playground à Marseille, à Rennes, à Paris ou autre. Voilà. Bon, au final, c'est quelque chose qu'on a abandonné au fur et à mesure des années, mais c'est vrai qu'il y avait une grosse identité streetball sur le site à l'époque. C'était finalement le quai 54 avant l'heure d'avoir réunir tous ces gens-là sur le basket de rue. Ouais. Tu parlais des playgrounds marseillais. Bon, il y en a pas énormément. En tout cas, il y en a plus énormément. Ah mince. Tu jouais où? À Valier, peut-être, Ouais, Valier, j'imagine? ouais. Ouais, Valier, voilà. ouais. Bon, bah, c'est le seul qui reste à peu près. Et puis, tu ne devais pas jouer au même endroit. C'était certainement là où il y a un parking maintenant. Donc, c'est vrai qu'il n'y a pas énormément de terrain, malheureusement, à Marseille. Il y a des rumeurs d'Alexandre Mazia, le grand chef triplement étoilé, qui est un fou de basket, et que j'avais eu le plaisir d'interviewer d'ailleurs. Peut-être que on mettra en place cette interview bientôt. On vous la fera découvrir, mais il y a des rumeurs comme quoi il serait en train de monter une Hoops Factory. J'aimerais bien, parce que c'est vrai que si tu joues pas en club à Marseille, c'est pratiquement mission impossible de jouer même dehors, puisqu'il y a très peu de playgrounds, c'est que des city-stades et qu'il y a des footeux partout dessus. C'est pas simplissime. Par contre, quand tu parlais, Théo, d'être allé chercher des conseils sur la préparation physique, comme je vois comme tu boites maintenant, j'imagine que les conseils étaient vraiment bien. Merci, Guillaume. C'est Guillaume qui les écrivait, les conseils. C'est ça que je savais pas à l'époque. Ouais, c'est vrai que non, les tout premiers, c'était surtout des programmes d'entraînement pour gagner de la détente. Là, c'était aussi bon. Ne buvez pas jamais et ne vous étirez jamais. Voilà. Ouais, ça n'a pas bien fonctionné pour moi non plus, hein. Je me suis pété 2 chevilles et j'ai perdu toute la détente. Bon, après, il y a eu des gens qui étaient plus experts et qui ont donné des vrais conseils. Non, c'était le métier. Genre, mettez pas des Converse ou des trucs comme ça, c'est ça? C'est des vrais conseils comme ça. Conseil de pro, quoi. Conseils de vrais pros. Alors, avant qu'on passe au sujet du jour, parce qu'effectivement, c'est pas, on va expliquer après aux gens pourquoi en particulier on a choisi cet épisode pour t'inviter, Guillaume, mais il faut dire aussi qu'au-delà du basket, tu as d'autres passions, notamment une dans laquelle tu es même plus qu'un passionné, c'est que tu as écrit plusieurs livres qui ont été édités d'ailleurs par les éditions Rivers, qui concernent le vin, et pas n'importe quel vin. Est-ce que tu peux présenter un petit peu les livres, la série de livres que tu as écrit? Ouais, bah écoute, effectivement, quand on quitte les playgrounds et qu'on devient moins référent en NBA, bah écoute, on essaie de se trouver d'autres centres d'intérêt. Et effectivement, bah moi, j'aimais beaucoup, j'avais rencontré quelques vignerons il y a quelques années maintenant. Et c'est à chaque fois, c'était des rencontres qui m'avaient bien marqué. Alors, c'est vrai que plutôt, je suis vraiment spécialisé sur tout ce qui est vin naturel. Donc, vin naturel, on va dire que c'est tout ce qui est vin biologique, donc culture biologique au niveau de la vigne. Et puis après, c'est des vins qui sont réalisés sans aucun intrant. Donc, c'est, on va dire, le vin dans la façon la plus pure qui existe. C'est pas un vin industriel. Et c'est vraiment des vins d'artisans. Alors, vraiment, l'intérêt, donc, c'est les bouquins qu'on a sortis. C'est le premier qu'on a sorti, donc, avec Ari Anoni, mon pote photographe de grand talent. C'était en 2016 et c'était sur la Bourgogne. C'est vrai qu'à l'époque, c'était quand même. Alors, on en avait discuté avec Théo et Julien. C'est vrai qu'on essayait de se diversifier en se disant, ah, bah, aux éditions Rivers, je vais revenir quand même sur la discussion originale. Hein, Théo, c'était bon, bah, c'est cool le basket, mais si on veut se développer, il faudrait on trouve d'autres sujets. Bon, bah, j'ai essayé de forcer Théo à écrire des bouquins sur la musique pendant des années, mais je crois que ces années Rap Mag ont eu raison de sa motivation, ou le temps peut-être, le temps libre. Bah, moi, je leur ai dit, je peux essayer de tenter de faire des livres sur les vignerons. Et bah voilà, en 2016, on a sorti le premier. Donc, c'est des grands entretiens avec des vignerons. Là encore, on s'est aperçu que les grands entretiens avec les sportifs, les basketteurs, c'était vraiment souvent les contenus les plus passionnants. Et on s'est dit, tiens, on va essayer de reproduire ça sur des vignerons. Et ça a bien fonctionné, en fait. Les gens ont trouvé ça original et vraiment intéressant. Donc, c'est vrai que ça fait des grands entretiens de 15-20 pages avec des vignerons qu'on va voir plusieurs fois. Moi, à l'époque, ça me permettait aussi de quitter Paris. Ça me faisait vraiment du bien d'aller un petit peu dans la nature. Et puis bah, derrière, on en a fait deux autres. Un sur l'Auvergne, et oui, on fait du vin en Auvergne, et un sur le Jura qui est sorti en 2021.
Et entre les deux, on a fait un bouquin donc, avec Cédric Blatry, un autre camarade de jeu. Donc, on écrit ça à 3 maintenant, qui s'appelle Raisin, et c'est 100 grands vins naturels d'émotion. Je vous invite à découvrir ce livre si vous cherchez à voir ce que c'est que le vin naturel. Ouais, donc les 3 livres sinon dont tu parlais qui s'appellent donc Entre les vignes, parce que je crois qu'on n'a pas donné le titre. Entre les vignes sont toujours, certains sont toujours disponibles, parce que je crois que le premier avait été assez vite épuisé. Ouais. C'est ça. On l'a Maintenant, ils réédité sont à 2 nouveau fois, le réédités. premier. Donc, il a été réédité 2 fois, donc en 2016. Après, on l'a réédité en 2018 et puis on l'a réédité en 2021. Bon, ça reste des petits tirages. On est sur le principe un peu de reverse. On a utilisé le même papier. On est sur le même format de bouquin. On est assez fidèle à ce qu'on trouve plutôt sympa. C'est toujours Christian qui imprime, parce que c'est vrai qu'on en parle parfois. Donc, notre imprimeur depuis toujours, Christian Le Prince, qui est à Bordeaux maintenant, qui est notre imprimeur depuis plus de 20 ans. Donc, on a commencé en 2005 Reverse, c'est toujours le même, on travaille toujours avec lui. C'est encore lui qui a calé notre tout dernier numéro il y a 2 jours. Donc voilà, c'est Entre les vignes, effectivement, c'est disponible sur entrelesvignes.net. Donc il y a un site internet spécifique pour ça. C'est comme Reverse aujourd'hui, en fait, on le trouve un peu en librairie, mais c'est vraiment les librairies spécialisées. Le mieux, c'est de l'acheter sur notre site internet, entrelesvignes.net, si vous voulez découvrir ça. T'aurais pu faire La Vigne on Fire. Ouais, c'est vrai. J'aurais pu le faire en 1998. Zach Lavigne, maintenant. Avec Zach Lavigne, avec Zach Lavigne, avec 2 ballons, enfin, avec des raisins, avec 2 grappes de raisins, comme ça. Ça peut être pas mal. Ouais. En tout cas, moi, je tiens à dire que j'ai proposé à Théo de faire un livre Hoop Culture aussi. C'est vrai. Ouais, mais Hop, on la place comme ça. bien joué. On y viendra, mais c'est vrai que voilà, Guillaume, au-delà de... Tout à l'heure, tu disais que c'était un couteau suisse. Pierre, c'est même au-delà de ça. Et en fait, si vous connaissiez pas son visage ou sa voix, vous connaissez son travail. Parce que si vous feuilletez les pages du MOOC, c'est tout simplement lui qui gère toute la conception graphique, la coordination avec les illustrateurs, les graphistes. Ça, c'est que la partie émergée de ce qu'il fait au sein de notre entreprise, de notre structure. Mais voilà, c'est toi aussi qui fait la maquette de Reverse depuis le début. Donc voilà, c'est vrai que si... J'en parle avec détachement parce que c'est pas moi qui m'occupe de ça, mais je pense que un des atouts de Reverse, c'est quand même depuis le début, ça a été l'aspect graphique, visuel qui a été, je pense, un peu précurseur par rapport à d'autres revues de ce point de vue-là. Et c'est Guillaume Laroche, le seul et unique responsable de tout ça. Donc voilà. Ouais, on va dire coordinateur parce que ça serait plus juste parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, en gros, si la maquette de Reverse est si réussie, c'est vraiment grâce à l'équipe d'illustrateurs et de graphistes. Je ne vais pas tous les citer là parce que maintenant on a vraiment une grosse équipe, mais franchement, ils sont tous extraordinaires. L'avantage, c'est qu'au fur et à mesure, en fait, j'ai découvert ces talents. Je me suis aperçu qu'il y avait un vrai talent qui n'était pas le mien parce que je suis ni graphiste ni illustrateur. Par contre, effectivement, coordonner, travailler avec eux, trouver les bons angles, c'est vraiment un job que je trouve vraiment passionnant. Je pourrais citer, mais dans les plus jeunes, Quentin, Nicolas, Brice, qui font vraiment un travail extraordinaire. Patrick Mochocla, qui est là depuis très longtemps et qui est vraiment un mec de grand talent. Yuka, qui nous a rejoint dernièrement, qui fait des illustrations depuis 3 numéros. Voilà, je trouve ça merveilleux. Et puis, tous, ils sont... Petite KO aussi qui a été... Petite KO, évidemment, pardon. Petite KO avec qui on a commencé il y a très longtemps. C'est vrai que, j'y pense même plus parce que maintenant, c'est devenu une star dans le milieu, mais on a commencé avec elle. Elle est adorable parce qu'elle continue de travailler avec nous quand son agenda lui permet. C'est super. On a vraiment une équipe qui est top. On n'a pas des très gros moyens. Alors, c'est vrai que parfois, les illustrateurs sont des gens qui sont assez courtisés et ils respectent vraiment le fait qu'on n'ait pas de très gros moyens. Donc, encore une fois, je les remercie. Bravo pour leur qualité de leur travail. Bravo pour leur sérieux. La tenue des timings exceptionnelle, ça, je le dis parce qu'ils sont vraiment, vraiment très bons là-dessus. Et voilà, Pierre Armand, tu peux te cacher. T'es pas le pire, donc ne te cache pas. Mais bravo à cette super équipe. Tous super, quoi. Bon, maintenant que les présentations sont faites, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet parce qu'en fait, l'autre élément important dont on vous a pas encore parlé, c'est que Guillaume est fan hardcore des Knicks.
depuis toujours. Voilà, en tout cas, depuis que je le connais, ça a toujours été le cas. Donc, dans les bonnes périodes de fulgurance, dans les longues périodes de nullité parfois crasse. Et puis, Oh oui. bah, là, tu vas pouvoir nous dire ce que t'en penses, parce que c'est vrai que les Knicks, de toute façon, font toujours le buzz, mais ça fait depuis maintenant 1 an et demi qu'ils le font pour de meilleures raisons. Donc voilà, on va pouvoir parler de tout ça. C'est quoi, peut-être, on peut ouvrir comme ça, c'est quoi d'où vient ton attrait pour la franchise, pour l'équipe ou même pour la ville, parce qu'on va pouvoir parler de la ville aussi. Ça devient d'où le kiff pour New York? Bah, je pense que c'est deux choses. Alors, effectivement, il y a un attrait naturel pour la ville, qui est bon. Voilà, c'est toujours une ville qui m'a attiré. Bon, comme tous les gens qui aiment New York, c'est vrai que c'est le côté multiculturel, le cinéma, tout. Enfin, je suis un gros fan de Spike Lee aussi, donc naturellement, voilà, les toutes premières pubs avec Jordan, etc., les Do the Right Thing, tous ces films qui m'ont à chaque fois, voilà, m'ont beaucoup plu. Moi, à la base, en fait, je suis un fan des Bulls, comme toi, Théo. Donc, je supportais les Bulls au tout début des années 90. Donc, je détestais évidemment les Knicks, qui étaient des brutes absolues. Mais quand même, il y a toujours un moment donné où c'est marrant. C'est comme là, dans la série face à Indiana. Je pouvais pas encaisser ces Pacers comme à l'époque où il y avait les Davis, Reggie Miller, etc. J'aime pas trop Ali Burton non plus, mais au final, c'est marrant parce qu'au premier match contre Boston, je me suis surpris à les supporter, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a toujours le bourreau, Phoenix perdait à l'époque, mais on a un peu d'affection pour eux. Et en fait, bah, c'est vrai que j'aimais beaucoup Charles Oakley et John Starks en tant que joueurs. J'aimais beaucoup ces deux joueurs. J'aimais bien Pat Ewing. Et c'est vrai qu'à la retraite de Jordan en 93, bah, c'est vrai que les toutes premières finales contre Houston, bah, j'étais pour les Knicks. Ils faisaient enfin un beau parcours en playoff. Ils n'étaient pas barrés par les Bulls. Et donc, bah, je les ai supportés à partir de ce moment-là. C'est vrai que j'aimais bien le style de jeu. J'ai bien aimé la transition derrière avec Spraywell, Alan Houston, toute cette équipe-là. Je trouvais vraiment En fait, j'aime bien les équipes de la conférence Est. J'aime bien le basket un peu rugueux. J'aime bien les mecs qui donnent tout sur le terrain, qui pensent pas aux blessures. Voilà, j'aime bien les mecs qui sourient pas quand ils marquent un panier. J'aime bien ce basket-là, quoi. Donc ça me plaisait bien. Mais c'est vrai que la traversée du désert a été très très longue, hein, quand même. Très très longue. Donc, Dans l'absolu, t'as encore. l'équipe qu'on a actuellement, Bronson, tout ça, on retrouve un peu, je trouve, l'identité des Knicks de la fin des années 90, début des années 2000. Et bon, voilà. Bon, il s'est passé à peu près 20 ans, quoi. Dans l'absolu, il te reste encore du sable un peu dans les chaussettes, hein, parce que le désert, tu sais, comme à Dubaï, tu sais, d'un coup, il s'estompe au fur et à mesure, mais il y a encore du sable dans la rue, tu vois. Euh, Ouais, mais Là, on peut être fier, tu vois. Il y a un peu, je trouve qu'il y a un côté, elle est là, l'histoire. voilà. On Elle est peut là, être fier l'histoire. de soutenir cette équipe, quoi. Voilà. Elle était au bout, là, de ce qu'elle pouvait faire, mais tu vois, dans la défaite, je trouve qu'ils sont, voilà, ils sont bons, ils sont beaux. C'est une équipe voilà, qui s'est battue sur le terrain avec ses armes. Je trouve qu'un mec comme Josh Hart, voilà, pour moi, c'est un joueur parfait, quoi. Je trouve qu'il donne tout. C'est le type de joueur NBA, je trouve, qui donne l'exemple, quoi. C'est-à-dire que c'est des millionnaires, mais quand il est sur le terrain, voilà, il donne tout. Et je trouve que ça, c'est à l'image un peu du basket de New York, quoi. Et ça se voit, enfin, la standing ovation, quand il sort, voilà, le public, les fans des Knicks se trompent pas là-dessus, quoi. Tu as vécu longtemps à Marseille, Guillaume, tu ferais un petit parallèle quand même entre les deux équipes locales, non? J'imagine, peut-être. En tout cas, sur cette ferveur et sur cette manière pour les fans de dire bon, bah, c'est le désert, parce que sur Marseille, avec l'OM, le désert, il est bien présent et il est bien compliqué à avaler, mais c'est les mêmes qui disent cette fois, c'est la dernière et qui 3 jours après sont en train de faire la queue pour le réabonnement au stade et pour repartir pour un tour. Et les 2 premiers matchs gagnés, ça va être devant le Garden, les gars qui sautent dans tous les sens parce qu'ils ont battu Boston une fois et les Suns 2 fois. Donc, est-ce que tu fais un parallèle un petit peu entre ces deux types de ferveur? Alors, c'est possible, là encore, je vais vite arrêter la comparaison parce que j'ai à peu près le même niveau de compétence que Théo sur le football, c'est-à-dire que je n'y connais rien du tout. Ça me J'ai paraît vécu peu probable quand même. J'ai vécu 3 ans à Marseille, j'étais pas très loin du Vélodrome, je n'y suis jamais rentré. Voilà. Alors, j'ai rien contre, hein, mais c'est vrai que c'est pas mon sport, quoi. Donc,
voilà, je suis pas, je regarde, contrairement à Théo quand même, je regarde les matchs de l'équipe de France de foot quand même, et je les supporte. Et je suis pas aussi fou que Shai devant ma télé, mais je suis quand même un supporter, quoi. Donc voilà, après les clubs, c'est vrai que je m'en fous complètement. Donc j'ai vraiment pas un avis pertinent. Je vois bien le côté hardcore des fans de l'OM, puisque je les ai croisés fréquemment. Mais voilà, je dirais que je suis même pas capable de te dire quelle est la longueur de la traversée du désert de l'OM. Je sais même pas te dire s'ils sont très mauvais cette année ou pas. Je sais pas. Théo, un commentaire là-dessus? À part aller les verts, j'ai rien d'autre à apporter sur le sujet. Donc je pense qu'on on refera une émission football avec Shai et Antoine. Je pense que ça sera un meilleur trio avec toi Pierre Peut-être plus Armand. pertinent. Ouais. Ouais, voilà, exactement. Et toi, Pierre, du coup, j'ai envie de te poser la même question. Ton attrait pour les Knicks, je sais même pas d'ailleurs si c'est une équipe que tu apprécies ou que tu as appréciée, mais en tout cas pour la ville de New York, pour lequel enfin, je sais que tu as beaucoup de tendresse pour cette ville, ça devient d'où, toi? C'est en nous, en fait. Et quoi qu'on dise, il y a des gens qui vont te dire, moi, je suis plus LA, je suis plus d'autres coins des États-Unis. New York, c'est en toi. Quand je dis c'est en toi quand tu es occidental. Aujourd'hui, quelle que soit ta génération, tu es bombardé d'images de New York. Tu t'es senti new-yorkais si tu y étais déjà allé à partir du 11 septembre 2001. C'était pratiquement, on avait l'impression qu'on avait attaqué ta ville. On grandit avec ça, on grandit avec ce mot qu'on entend 15 ou 20 fois par semaine, que ce soit dans la musique, dans la presse, que ce soit au niveau judiciaire, au niveau... voilà, tu entends toujours ce mot, tu le vois dans les séries, tu le vois dans les films, tu connais chaque rue. Enfin, c'est Disney. Quand tu vas te promener à New York, tu as l'impression d'être un gamin qui arrive au parc Euro Disney et qui reconnaît tous les trucs qu'il a pu voir dans ses dessins animés. Bah là, c'est un petit peu pareil. Il y a des références partout à ce que t'aimes. Euh, Personne ne peut aller à New York indifférent, puisqu'il y a toujours... New York s'arrête jamais de te proposer quelque chose et de t'agripper sur quoi que ce soit. T'aimes l'art, faut aller là-bas. T'aimes le basket, faut aller là-bas. T'aimes la musique, c'est là-bas que ça se passe. Mais n'importe quelle musique, t'aimes la pop, c'est là-bas que ça se passe. Tu t'aimes le hip-hop, le jazz, voilà, il y a une identité toute particulière. La semaine dernière, on me présentait, ou je sais plus, oui, quand on a fait l'émission sur les sneakers, je te présentais un livre de Bobito Garcia qui parlait de la culture sneaker des années 60-70 à New York. Enfin, c'est quand même hallucinant, tu vois, de se dire qu'il y a une culture. New York a sa propre culture sneaker dans les années 70 avec des modèles qu'on ne trouvait pas ailleurs. Voilà, bon, bah, on dit toujours la ville-monde. Et puis moi, c'est surtout une ville, tu vois, Guillaume, par rapport à ce que tu disais, je pense que la ferveur de New York, quand tu vas au Garden, c'est quelque chose c'est une expérience incroyable, où que tu ailles. Et en fait, tu as envie d'aller en bas toujours quand tu vas dans les salles NBA. Mais quand on va en haut dans le Garden, c'est là où on s'en rend compte. C'est-à-dire que la lumière est en bas. C'est comme un ring de boxe. Il y a cette lumière très particulière qui est là. Tout le haut, généralement, c'est des touristes parce que c'est des gens qui viennent. Ils viennent au Garden comme ils vont voir une comédie musicale, comme ils vont voir Le Roi Lion, comme ils vont voir. Parce que c'est un passage pratiquement obligé. Mais pour faire le parallèle avec Marseille, le Garden est une salle, enfin un stade de centre-ville. Enfin, centre-ville, en tout cas en pleine ville. Il y a pas, il faut prendre 3 trains et 1 heure d'après de marche pour arriver, comme quand tu vas voir du foot américain à New York ou quand tu vas au Yankee Stadium où il faut quand même faire du chemin. Là, c'est en plein milieu, c'est plein fer. C'est-à-dire que le soir, quand tu te promènes dans la ville, à un moment donné, tu vas tomber sur le Garden où tu vas voir ces lumières. Et puis, tout est carré, tout est ficelé. Tu sais comment sont les villes américaines. Tac, c'est que des angles droits. Et là, tu as un grand truc rond qui est au milieu. C'est très étonnant. Donc, ça attire l'œil. Et puis, Théo sera le plus à même à le dire. C'est-à-dire que au sein de New York, il y a 1000 New York, c'est-à-dire Théo te dira, là, je lui ai ressorti ça pour lui montrer parce que je savais que ça allait lui parler quand il y avait un rap mag qu'il avait fait sur Brooklyn. Bon, ben voilà, il y a un hip-hop de Brooklyn, il y a un hip-hop de Staten Island, il y a
mille ramifications du hip-hop à New York. C'est passionnant à ce niveau-là. Voilà, je crois que le vrai mot, il est là. Il est que c'est une ville qui est tellement passionnante qu'on ne peut que se passionner sur ce qui arrive. Le, Après, le côté, ils ont du cœur et tout, pour moi, c'est un peu surfait, ça. Bon, voilà. Moi, je pense que c'est le Garden surtout qui a du cœur. Le match 7 qu'on a vu la semaine dernière était complètement irréel au niveau de l'ambiance, plus que du jeu, parce que même quand ils sont à moins 18, à un moment, ils mettent un panier pour passer à moins 16. Tu avais l'impression qu'ils venaient de passer devant, tu vois. La salle était complètement en folie, les anciens étaient là. Voilà, c'est pour ça qu'on ne peut que aimer ce truc. Par contre, je reviens sur ce que tu as dit, sur cette espèce de syndrome de Stockholm, d'aimer celui qui t'a battu derrière. En fait, c'est très ambigu, parce que généralement, tu aimes bien celui qui t'a tapé derrière, parce que s'il tape le suivant, tu te dis, au moins, tu vois, c'est le champion, il m'a tapé moi, mais c'est le champion, respect. Pas faux. Mais Théo, tu vois, qui était grand fan des Bulls, moi, écoute-moi, les Pistons, ils passaient en finale, mais je pensais qu'une chose, c'est qu'ils se fassent. Alors, ça commence, mais s'ils pouvaient se prendre le train et tout Rikers Island en même temps, c'était, mais pour moi, un bonheur, quoi. Je pouvais pas le blairer. J'espérais qu'une chose, c'est que justement, ils se fassent taper. Mais je comprends ce que tu dis, parce qu'en plus, il y a peut-être une identité un petit peu particulière, mais c'est vrai que. Et puis New York a ce côté grande ville que tu as envie d'aimer, mais que tu adores. Enfin, Théo on va rebondir là-dessus si tu veux bien, parce que là je fais très long, mais on en avait parlé. On en revient. Tu adores Spike Lee, les séries 1993-94, et notamment la fameuse où je crois que c'est 94 où Reggie Miller se devient fou en quatrième quart-temps, mais 25 points, je crois, avec l'histoire de Spike Lee, et le match 7 ou le match 6. Indiana mène 3-2 et Spike Lee, donc lui, il prend l'avion et il va à Indianapolis. Est-ce que tu te rappelles de l'accueil qu'il a quand il arrive là-bas, et surtout ce qu'il dit quand on lui dit où est-ce qu'il va dormir? Ouais, bah, tu l'avais super bien raconté d'ailleurs dans le papier que tu as fait sur Spike Lee, là, dans la réédition du MOOC spécial New York dont tu parlais. Effectivement, on a un peu oublié, mais c'était devenu l'ennemi public numéro un de toute une partie du pays. Spike Lee, qui est déjà un réalisateur qui est pas neutre, hein, qui est très clivant aux États-Unis, qui est pas forcément apprécié d'une certaine partie de la population. Et donc, oui, il fait ce déplacement pour aller à Indiana, aller en territoire hostile, comme on pourrait le noter. Et je me rappelle plus tout à fait exactement de sa punchline, mais tu dois la voir, Pierre. Oui, oui, en fait, il arrive et de l'aéroport, enfin, en sortant de l'aéroport déjà, enfin, il a des effigies de lui qui sont pendues aux arbres. Enfin, c'est horrible. Et en fait, euh, il dit qu'il va dormir dans la demeure du gouverneur, dans the governor's mansion. Tu vois, c'est même pas la demeure, c'est genre dans son, voilà, ouais, voilà, dans sa demeure. Et il dit, mais il va sûrement mettre dans le quartier des esclaves, tu vois. Bon, le mec, il vient de mettre le pied dans l'Indiana, il vient de sortir du truc, donc je te laisse imaginer la violence de l'accueil dans la salle, quoi. Et il est sauvé par un John Starks incandescent qui égalise à 3-3, et il le dit lui-même dans le documentaire sur Reggie Miller. Merci mon Dieu, John Starks, parce que. Mais il avait senti, il avait eu, il l'avait dit après, hein, il avait eu la trouille quand même. Il avait eu la trouille parce qu'il sentait une. Ouais, si le gouverneur avait dit, bon les gars, alors ce soir, on a le droit, on tue qui on veut, c'est gratos. Oui, Il a je été sur pense la que, liste de tout le monde, tu veux dire? je pense que il serait descendu d'un coup et il l'aurait rattrapé. Ouais, ouais, non, non, c'était vraiment, c'était très, 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 très violent, et on voit des images d'ailleurs où même tu as les joueurs d'Indiana qui sont sur le bord du terrain et qui se retournent en regardant le public, genre des Rick Smith, etc., en disant, mais ça va pas ou quoi, vous êtes fous, hein. Avec notamment un public féminin, mais en folie, qui le pointait et qui lui hurlait des horreurs. Je veux même pas voir ce qui avait marqué sur les pancartes à l'époque. C'était quelque chose, mais c'était la grande ville contre la campagne, tu vois. C'est un peu Mm. les mêmes principes qu'au MPSG finalement. C'est alors, New York n'est pas le pouvoir central, mais le pouvoir monétaire, on va dire, le centre du monde, et le reste. Donc pour ça, c'était incroyable. Mais c'est vrai qu'on a une tendresse, moi, je l'avoue aussi, très curieuse pour New York. Et je vais demander à Guillaume, quel est ton vrai grand souvenir, dernier grand souvenir, où tu t'es levé la nuit et où vraiment ton cœur était encore plus orange et bleu que d'habitude.
Honnêtement, tu as l'air de remettre un peu, n'est pas de sûr sur, sur la motivation, mais ouais, j'ai eu vraiment un coup de cœur pour cette équipe cette année, quoi. Leur parcours en playoff, franchement, ça faisait très très longtemps, et quand je dis très longtemps, je pense que ça faisait. Je pense que les derniers vraiment fois où j'étais vraiment au taquet sur cette équipe des Knicks, ça devait être sur les finales 99 face aux Spurs de mémoire. Depuis, bah, la traversée du désert a été longue. Je crois qu'on fait 2 demi-finales de conf à l'époque avec Stoudemire et Melo, je crois, à peu Mhm. près. Mais bon, déjà, j'ai jamais été fan de Carmelo Anthony, donc je me levais pas la nuit pour voir ça. Et donc, non, honnêtement, c'est vrai que moi, j'ai trouvé que cette année, cette équipe il y avait ouais, il y avait quelque chose, quoi. C'est vrai que, alors avant la blessure d'Anunoby, je trouve quand même que celle-ci, enfin, a été vraiment terrible pour l'équilibre de l'équipe qui était vraiment déjà court. Mais ouais, ouais, non, là, cette année, vraiment, j'avais envie de voir ces matchs, de me lever et de voir cette équipe se battre, quoi. J'ai trouvé que c'était pour moi, la plus belle équipe de New York depuis 20 ans, dans l'identité, hein, peut-être pas dans le talent, hein, parce que le talent offensif, je suis d'accord, hein, c'est hyper frustre. Il y a des séquences où c'est vraiment très moche, hein, on est d'accord. Mais il y a des moments où c'était beau aussi, quoi. Et effectivement, je trouve qu'il y avait une vraie communion avec le public, ce qui n'y avait pas toujours, je trouve, ces dernières années. J'avais pas l'impression que ça soit toujours le cas, même si Melo, c'est un mec qui était vraiment aimé au Garden, mais voilà, je trouvais que c'était pas. Il y avait un petit côté Broadway dans le type de basket qui était joué, alors que là, on avait un basket plus dur, plus basique, plus parpaing, quoi. Ça m'allait bien, quoi. Ouais, puis cette équipe de cette année, puis déjà un petit peu l'an dernier, elle faisait plus score aussi. J'ai l'impression que les équipes où il y avait Carmelo, bon, bah, il y avait Carmelo, il y avait Amar'e Stoudemire, mais c'était un petit peu. T'avais l'impression qu'il y avait un petit peu une. Comment dire, pas de la lutte de classe, mais tu avais les superstars d'un côté et puis les role-players de l'autre, ce qui est souvent le cas. Et au bout du compte, dans l'équipe des années 90, même si Patrick Ewing était la star de l'équipe, c'était vraiment des collectifs, même dans celle de 99, en fait, où tu n'as pas une méga star, en fait. Et cette année, enfin, j'ai l'impression que c'est un petit peu ça qui se joue aussi, où tu vois des mecs qui sortent du banc, même sur des petits rôles, même. Tu sens qu'il n'y a pas cette démarcation. Je sais pas ce que tu en penses, Guillaume. Ouais, je suis entièrement d'accord. Moi, c'est vrai que je trouve que j'aime pas trop la notion de superstar quand elle est vraiment un peu isolée de l'équipe. Je trouve vraiment, bah justement, on a eu souvent ce débat à la rédaction. Moi, j'étais pas un grand fan du Luka Doncic de la saison régulière parce que je le trouvais vraiment trop coupé de l'équipe. Il y avait Irving et Doncic d'un côté. Et là, je trouve vraiment qu'aujourd'hui, pour faire une petite digression sur Dallas, je trouve vraiment qu'on a une vraie équipe hyper soudée. On a Doncic qui s'est métamorphosé en vrai leader. Et bon, voilà, j'ai plus rien à lui reprocher aujourd'hui. Je trouve vraiment que c'est un super joueur pendant ses playoffs. Il a fait une métamorphose qui est, pour moi, la métamorphose qu'on attend d'une superstar dans le sens du collectif. Bah, je trouve qu'un mec comme Bronson, même si c'est vrai que je trouve que c'est quand même un mec qui prend ça. Ça prend trop de shoot, mais c'est vrai que il y a un côté un peu des 1 contre 1 qui sont un peu forcés parfois. Mais bon, l'équipe est tellement faible offensivement à certains moments que bon, tu peux accepter. Mais en revanche, tu vois qu'il est hyper soudé au sein de l'équipe, quoi. Alors, effectivement, on a beaucoup parlé des 3 de Villanova, mais c'est un vrai truc. On voit que les mecs se kiffent, on voit que voilà, ça joue ensemble, on voit qu'il y a du lion, quoi. Donc, il y a pas, pour moi, il n'y a pas de superstar. En plus, Bronson, c'est pas vraiment une superstar. C'est un mec qui a toujours été un peu sous-estimé. Voilà, Dallas lui a pas fait confiance. Il a New York, il a été, voilà, il a pas un très gros contrat aujourd'hui. Euh, ouais, je trouve que c'est voilà, c'est la star, on va dire, qu'il fallait au Knicks, je trouve aujourd'hui. Enfin, de mon point de vue, hein, toujours. C'est Mais quoi Vas-y, déjà, vas-y, pardon. pardon Théo, c'est quoi la place d'ores et déjà de Jalen Brunson pour toi dans l'historique presque de la ville. Quand on voit, tu parlais de Spike Lee, souvent sur le garage de sa boîte, là, 48 Cruise and the Mule, il a fait une grande fresque avec les grands Knicks de l'histoire. Et Jalen Brunson, il est déjà, tu vois, il est déjà costaud sur la photo, presque plus grand que Melo. Est-ce que, quand bien même si aujourd'hui, bon, si aujourd'hui l'aventure Brunson s'arrête, ce sera un petit peu court. Mais est-ce que tu penses que déjà, on a vu le match 7 là, pendant les temps morts, on voyait les images de la salle. Non, mais le nombre de gens. Alors, soit ils avaient des maillots Nilikina, j'en doute. Hein, Franklin, même si les maillots 11, voilà, mais le nombre
de maillot 11, et notamment sur les gamins, c'était complètement fou. Ouais. Non, mais ça m'étonne pas. Après, enfin, comme tu le sais, en fait, New York, c'est vraiment, c'est une ville des point guards, quoi. Ça a toujours été, on a toujours mis en avant les meneurs de jeu. À New York, on veut fabriquer des meneurs de jeu, des Marbury et autres. Enfin, c'est vraiment le handle, le jeu de 1 contre 1, les petits gabarits un peu stock comme ça. Bronson, je trouve qu'il colle exactement en fait à l'image de la ville, quoi. Il y a le talent d'un Kemba Walker avec la dureté d'un Anthony Mason, quoi. Donc je trouve qu'il coche toutes les cases. Donc je pense qu'il est déjà très haut au Panthéon, sachant que en fait le Panthéon de Knicks, il est pas ouf non plus, quoi. C'est-à-dire que on n'a pas un palmarès incroyable en termes de titres. Il y a des Hall of Famers, il y a des très grands joueurs, mais parfois, en fait, si tu prends sur les 30 dernières années, il n'y a pas des superstars qui sortent vraiment. Tu vois, si on peut se dire que Marbury et Melo et Stoudemire sont les 3 stars des 20 dernières années, bon, c'est pas incroyable pour une équipe T'en comme New oublies York. une quand même, un peu qui a fait un peu rapide et météorite, mais quand même, t'oublies Jeremy Lin quand même. Oui, voilà, c'est ça. C'était rapide, quoi. Mais niveau Panthéon. C'est pas sa faute. Non, c'est pas de sa faute, ça c'est vrai. Non, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, après c'était vraiment une époque où tu vois, c'était tellement mauvais à New York, bon, fallait bien s'enflammer avec des petites histoires comme ça, mais c'était bien, il y a eu un bon niveau et c'est vrai que ça faisait une petite étincelle sympa, quoi. Mais ouais. Non, je pense qu'il a déjà une place importante. Je pense qu'il va rester à New York. Je pense qu'ils vont construire autour de lui. Voilà, après, il y a beaucoup de gens qui doutent, hein. La théorie de Shai me semble bien, hein, sur Thibodeau. La première année, voilà, c'est dur. La deuxième, ça commence à prendre. Puis après, quand les joueurs commencent à se casser, on commence à en avoir marre de la méthode Thibodeau. Bon, bah, j'espère que Shai se trompe, même si, bon, je vois ce qu'il veut dire. J'espère que l'année prochaine, ils vont pouvoir construire là-dessus. J'aimerais quand même que des joueurs qui acceptent d'aller jouer pour cette équipe, mais avec la même mentalité, qu'ils n'aient pas trop peur de jouer 40 minutes par match. Mais voilà, qui me trouve un bon trade pour Julius Randle, et puis super, quoi. Ils nous font venir Bridges, et puis comme ça, on a un 4e Villanova, et je pense que ça serait pas mal, quoi. Un peu de talent sur l'aile, ça serait pas mal. Antoine, pardon Antoine, oh là, je suis tellement traumatisé, je les vois tous les jours, hein, Antoine et Shai, du coup j'appelle tout le monde Antoine ou Shai. Pierre, tout à l'heure tu parlais de la spécificité du Garden. Guillaume, si je me trompe pas, tu as eu l'occasion d'aller voir un match au Madison Square Garden et c'était pas n'importe quel match. Je pense que ce serait cool que tu nous en parles un petit peu. Ouais, bah, effectivement, bah, j'ai eu la chance d'aller voir le tout dernier match de Michael Jordan au Madison Square Garden. Alors, avec le maillot des Wizards, évidemment, donc c'était pas non plus. Tu peux remettre ton casque. Pierre Voilà. a fait mine de partir si vous nous écoutez C'était sur les pas, plateformes de c'était pas en streaming. 98, Vitesse, malheureusement. il avait fait quinte flush, me barrer direct. Ouais. Non, c'était 10 mars 2003, mais voilà, c'était quand même assez sympa de voir un Jordan de 40 ans, hein, il venait d'avoir ses 40 ans, quoi, au Madison Square Garden. De mémoire, il met 39 points. Voilà, contre une équipe que j'adorais en plus, hein, c'était l'équipe Sprewell, Alan Houston, il y avait des Kurt Thomas, c'était vraiment une belle équipe. Et en fait, les Knicks gagnent sur un match super serré, mais Jordan met 39 points. Donc, à l'époque, je supportais bien les Knicks quand même. Rien à carrer des Wizards de Jordan, évidemment. Et donc, j'étais doublement content. C'est vrai que c'était marrant l'anecdote que tu dis, Pierre, parce que j'étais effectivement assez haut, hein, avec certains touristes, mais il y avait quand même des fans hardcore de New York. Et c'était marrant parce qu'il y avait un mec à côté de moi qui était, à mon avis, un énorme fan des Knicks depuis très longtemps. Et à chaque fois que Jordan avait la balle, il gueulait Wookie, Wookie, Traveling, tout le temps, pendant tout le match. Et donc, je le regardais comme ça, et peut-être tu avais presque peur, toi, d'applaudir les paniers de Jordan, quoi. C'était super drôle, quoi. Le Ça va être mec un huait tel à chaque fois que Jordan traumatisme. avait la balle, quoi. Mais c'est un tel traumatisme de Jordan pour New York. C'est ça. C'est vrai qu'on avait l'impression quand il mettait des performances, il les mettait sur toute la ville, quoi. C'était même pas juste sur l'équipe, c'était sur les 5 états de la ville, quoi.
Ouais, c'est ça. Et c'était marrant, il y avait le truc qui était drôle aussi, je sais pas si c'est comme ça encore maintenant, mais à l'époque, il y avait très peu de téléphones on avait peu de téléphones, des smartphones pour faire des photos, beaucoup de petits appareils photo ou des gros appareils. Là, les appareils photo étaient interdits dans la salle, il y avait des pancartes partout, interdit de prendre des photos, et notamment interdit de prendre des photos avec flash, quoi. Et donc, ils te le répètent au début du match, etc. Et donc, comme tu dis, Pierre, en fait, la salle est vraiment, c'est marrant parce que c'est vraiment plongé dans le noir et puis tu as juste le terrain qui est éclairé, c'est magnifique. Hein, c'est vraiment une arène, un ring, quoi. Et première fois où Jordan est au lancer franc, et là, il y a une pluie de flash. Mais il y avait des centaines de flashs. C'est incroyable, quoi. Dont le mien. Hein. Et donc, c'est drôle parce que tu n'avais pas le droit de prendre de photos, mais tout le monde a dû prendre une centaine de photos voilà, de ce moment, quoi. On parlait du coup des meilleurs souvenirs, tes meilleurs souvenirs de New York. Guillaume, c'est quoi ton joueur préféré? Est-ce que tu as un joueur chouchou? Alors, pas forcément le plus fort, tu vois, mais un joueur vraiment des Knicks que tu as adoré voir jouer. Ouais, alors sur les postes arrière, j'étais vraiment fan de John Starks, voilà, pour ses hauts et ses bas, voilà, c'était l'époque des années 90, j'ai adoré voilà, son côté hyper aérien, petit joueur quand même, petit gabarit, qui donnait tout en défense, voilà, capable de te faire mal en ayant une maladresse incroyable, mais capable de s'arracher, tu vois, de se battre en défense face à un Jordan, donc une grosse époque. Et après, il y avait pas mal d'intérieurs que j'aimais bien. Enfin, j'aimais bien Oakley dans l'intimidation. Je trouvais quand même que voilà, j'aimais bien ces quatre assez frustres quand même, qui ne mettent pas beaucoup de points, mais j'aimais bien ce type de joueur quand même à l'époque, bon, qui est complètement has-been dans le basket actuel, quoi. Mais voilà, c'est un peu les joueurs que j'aurais retenus. J'aimais bien la métamorphose de Larry Johnson aussi, Onyx. Je n'étais pas forcément très fan de l'époque Hornets, là, mais où il était très aérien. Il arrive à New York, il avait un dos en vrac avec une détente de 5 cm. Et je trouve que sa métamorphose était assez sympa. J'aimais bien le joueur qu'il était après à New York en fin de carrière. Je trouvais que c'était. Voilà. Mais Ouais, Stark, je dirais que c'était Stark quand même, quoi. ouais, moi aussi, je te rejoins sur Stark. C'est vrai que Larry Johnson, en fait, moi je l'avais adoré quand même aux Hornets. J'ai l'impression que c'était une version un peu, alors sans le playmaking peut-être, mais il y avait un côté Zion avant Zion, là, dans le côté Ouais, carrément. boule de Carrément. muscle explosive complètement folle. Et c'est vrai que c'est beau d'ailleurs la manière dont il a su se réinventer à New York, complètement privé, comme tu l'as dit, de ses qualités athlétiques, et justement en devenant un meilleur passeur, en étant un shooter plus que correct, avec notamment le fameux tir à 3 points plus les lancers francs, là, qui avait fait se lever le Garden. Ouais, moi j'ai adoré la Johnson, et t'as raison, cette équipe de 99 qui a duré jusqu'en 2002-2003, effectivement, a été Ouais. vraiment cool, quoi. Même avec Sprewell, à la Houston, ça reste peut-être le jump shoot le plus beau, le plus soyeux que j'ai vu. C'est même post les grandes années des années voilà, début des années 90, c'était cette équipe de la fin des années 90, elle était vraiment kiffante du côté Ouais, de New York carrément. Show. Il y a les deux meneurs, là, Charlie Ward et Chris Childs, là, c'est ça, je Ouais. crois. J'aimais beaucoup aussi ces petits meneurs. Pareil, le talent, il n'était pas incroyable, mais il y avait une dureté, en fait, en défense, en fait, surtout, quoi, sur la pose d'écran, surtout, je trouvais que c'était quand même. Voilà, on n'était pas sur une NBA actuelle où il y avait vraiment un talent. Voilà, c'est plus possible des joueurs comme ça avec aussi frustre en attaque. Mais je trouvais il y avait un côté un peu guerrier sur ces petits gabarits que je trouvais toujours hyper intéressant, quoi. Et puis il y avait un Jeff Van Gundy complètement habité Bien Bah oui. sa position. Enfin, c'est la plus grande image de l'histoire du basket, la bagarre avec lui accroché à la chaussette Morning. ouais, de Morning, et qui fait enfin, c'est un roller coaster qui prend, l'autre il fait un pas de côté, il bouge, il fait il s'en est même pas rendu compte qu'il avait une tique accrochée au mollet, mais voilà, c'était enfin, cette image-là, en tout cas, j'imagine que dans le cœur des New-Yorkais, elle doit être prépondérante. Mais tu parlais de 94 avec Oakley, Anthony Mason, Charles Smith et Anthony Bonner derrière là. Bon, ouah, la bande de menuisiers, C'est clair. c'était quand même c'était quelque chose. Hein. Vraiment, il fallait. Enfin, les finales de 94 aujourd'hui, elles seraient imbitables complet, c'est regardable. Ouais, ouais, c'était pas. Mais Voilà, après, il y a Olajuwon, quoi, mais c'est vrai que c'était pas exceptionnel. Ouais, c'était. encore une fois, je trouve que cette salle de New York est vraiment une composante essentielle de cette équipe. Euh,
en plus, si vous suivez les Knicks sur le League Pass, quand vous regardez ça pendant des années, je crois encore maintenant, c'est le duo Mike Breen, Walt Frazier. Toujours, ouais. Donc, il y a toujours cette excitation à entendre un bang, même si on est sur un Knicks Hornets, tu vois. Mais c'est vrai que combien de fois tu entends quand on lit les résumés, les CQFR ou quoi que ce soit, on parle d'un shoot qui fait rugir le Garden. C'est la seule salle où où on a cette expression, faire rugir le Garden. Déjà, c'est une des seules salles pratiquement qui a jamais changé de nom. Mais c'est surtout voilà, les souvenirs qu'on a de Spike Lee, les souvenirs qu'on a à chaque fois ce Celebrity Row, tu as toutes les célébrités qui sont au premier rang, de voir cette année les Ben Stiller, de même les Will Ferrell qui étaient là, c'est génial. Et moi, les grands souvenirs que j'ai, justement, je n'ai aucun souvenir de match de cette série à Houston. C'est-à-dire les matchs là-bas. Pourtant, ouais, sur les 7 matchs, il y en a eu 4 à Houston. Aucun souvenir de ces matchs-là, à part le compte de la G1 et le 2/18 de John Starks sur le match 7. Mais par contre, j'ai des grands souvenirs de cette ambiance, de, de, de ce maillot blanc. Et d'ailleurs, Antoine, il a râlé sur l'histoire de maillot. Gars, les Knicks à la maison, ils jouent en blanc, quoi. Il n'y a pas moyen de les faire jouer en bleu, en orange. Ça, c'est vraiment un délire. Mais c'est marrant parce que cette finale de 94, à l'époque, elle avait été décriée, les gens les pas trouvé belle, mais moi je m'étais régalé en fait. Alors pour l'anecdote, c'était pendant le bac, donc c'est une des rares finales NBA que j'ai pas pu regarder en direct, parce que là avec ma mère c'était pas négociable, donc il fallait que je programme les enregistrements, donc je les matais le lendemain. Pour le coup, il n'y avait pas de problème de se faire spoiler à l'époque, mais moi je m'étais régalé parce que là, quasiment tous les matchs sont serrés, ça va en 7 manches, même le dernier vraiment ça se joue au cordeau. Moi j'étais à fond pour les Knicks, effectivement, comme toi Guillaume, j'étais fan des Bulls de Jordan, donc j'étais tout le temps pour Chicago quand c'était face à New York. Mais là, pour le coup, j'étais à fond derrière New York, même si j'ai adoré cette équipe de Houston. Donc, autant, c'est vrai que je les ai pas re-regardés depuis ces matchs de finale, mais dans l'instant, moi, je m'étais régalé quand même. Ouais, comme toi, hein, moi aussi, j'avais beaucoup aimé ces finales, effectivement. Mais ça, je l'ai pas revu non plus. Mais on peut imaginer comme ça que ça devait être moins flamboyant que le basket actuel, quoi. Ouais. Mais c'est vrai que je garde un très bon souvenir, moi, de ces finales. Après, il y a une impatience. On parlait de Marseille tout à l'heure. Il y a ce côté impatient. Il faut que ce soit tout de suite. Cette recherche toujours. Alors, les fans de foot reconnaîtront cette fameuse phrase que tous les gens de l'OM recherchent, cette recherche permanente du grand attaquant, que ça en est devenu un gimmick où ça s'écrit GRANTAKN, tu vois, En un grand seul mot. attaquant, du genre en un seul mot. Mais tu vois, si on réfléchit bien, là, les Pacers, on y rajoute Mitchell Robinson, Anunoby, on y rajoute Bogdanovic, on y rajoute Randle. Il n'y a pas moyen qu'on puisse s'imaginer que les Knicks passent pas. Malgré ça, la première chose que tu es en train de dire, il faut déjà trader Randle ou on espère que Jalen Brunson il va rester. Tu vois, il y a une telle impatience permanente. Il n'y a aucun moyen de construire sur la durée. On a l'impression, en tout cas, avec cette équipe, c'est tout de suite maintenant, sinon on envoie tout péter. Ouais, après, la fenêtre, elle n'est pas si large que ça, tu vois. Il y a un moment donné, Bien sûr. bon, il y a de l'attente, mais voilà, Bronson n'est pas. Il a 27 ans, je crois. Hein. Il est pas vieux non plus. Hein, mais je pense que Josh Hart, il a 29, si je dis pas de bêtises. Donc, on peut pas attendre non plus 4-5 ans. Tu vois, c'est vrai que l'équipe, elle est compétitive maintenant. Je pense qu'il faut garder quelques ingrédients. La conférence Est est quand même globalement un peu faible. Bon, il y a un moyen, je pense, de faire quelque chose maintenant. On ne sait pas ce que ça donnera dans quelques années. Il y a quand même de jeunes joueurs, il y a des gens des équipes comme Orlando en fait qui vont progresser. Peut-être qu'il faut essayer de tenter sa chance maintenant. Je ne dis pas de gagner le titre serait magnifique. Mais après, en tant que fan des Knicks, tu sais très bien que gagner un titre, c'est presque un truc, c'est presque inaccessible, tu vois. Ne serait-ce qu'essayer un jour de remporter une finale de conf, tu vois, c'est déjà, ce serait magnifique, quoi. Enfin, à aucun moment cette année, j'ai pu imaginer qu'on puisse battre Boston en finale de conf sur 7 matchs. Ça me semble impossible, quoi. Je m'étais même dit, bon, pour le spectacle, il valait peut-être mieux que ce soit Indiana qui passe, quoi. J'étais résigné presque sur ce match 7. Non pas que j'aurais aimé que les Knicks gagnent, mais
ça semblait quand même vraiment mal engagé, quoi. Il y a un moment donné, il faut quand même reconnaître qu'une équipe qui joue à 7-8 avec des joueurs de talent, une équipe qui a énormément progressé, une équipe en face où ils sont 3,5, 4, bon, bah, enfin, tu vois, je pense qu'ils auraient fait un match miraculeux au Garden et puis ils seraient en train de faire les finales de conf contre Boston, ça serait quand même une bonne boucherie, quoi. Surtout sans Bronson en plus, là, Voilà, c'était oui, donc bon, vraiment là, de toute façon, là, à catastrophique, partir de quoi. la main Ouais. cassée, là, c'était plié, plié, mais déjà avant, je trouvais que c'était, depuis 2 matchs, je chante Josh Hart, je trouve que c'est quand même le poumon, hein, tu vois, si Bronson est le cœur de New York, je trouve que c'est vraiment le poumon des Knicks. Tu vois que quand lui est diminué, en fait, au niveau du rebond offensif, de l'intensité défensive, des communications, etc., bah, ça manque énormément quand même. Donc, il manquait ça quand même, quoi. Il manquait ça. Avant de voir ce qui manquait, j'ai une question à vous poser. Si vous aviez pu, c'est une question qu'on a posée, j'avais posée au gars dans le CQFR de samedi dernier. Euh, si vous pouviez là rajouter un ancien joueur des Knicks à cette équipe-là, à l'équipe complète, hein, pour espérer leur faire passer un cap, une ancienne gloire, n'importe laquelle. Des Knicks, hein. Ouais, des Knicks, bien sûr. C'est vrai que tu avais proposé Pat Ewing dans ta question. Ah, parce que parce que dans la tête des gens, c'est le plus grand Nick de l'histoire, c'est pour Ouais, ça. ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais qui tu verrais, toi, qui tu choisirais? Donc, je réponds avant Théo, c'est ça? Bah oui, à tous Non, ces mais noms, tout honnêtement, oui, honneur. je rajouterais Pat Ewing parce que le secteur intérieur de New York est quand même est vraiment frustre. C'est vraiment, vraiment compliqué. Je pense que. Alors, c'est vrai que Pat Ewing, c'est quand même un profil de pivot vraiment, vraiment old school. Mais il avait quand même son petit shoot à 4-5 mètres qui était vraiment, vraiment correct. Ça restait un défenseur vraiment impressionnant dans la raquette. Moi, je pense que sur les lignes arrière, aujourd'hui, en fait, le talent est là, les joueurs sont là. Donc, j'aurais pu dire qu'il faut faire venir un John Stark, j'aurais trouvé ça sympa, mais j'aurais fait venir un Pat Ewing, je pense que ça aiderait. Est-ce que ça permettrait à New York de compete vraiment sérieusement avec Boston? Je ne sais pas, mais ça aiderait forcément, quoi. Moi, j'aurais dit Ewing aussi, et comme toi, Guillaume, parce que je pense que son jeu serait parfait aujourd'hui. Et si tu le transposes, alors si tu transposes le Patrick Ewing tel qu'il était aujourd'hui, je pense que ça colle. Mais je pense que si tu le remets un petit peu, tu te dis, bon, bah, c'est un Patrick Ewing qui aurait appris du jeu moderne. Il avait tout pour s'écarter un peu plus. Carrément, ouais. Vu sa qualité de tir, il n'y a aucune raison il aurait pu être un tireur à 3 points. Alors, je dis pas de volume, mais par contre, relativement adroit à l'image de ce que peut faire Jokic parfois. Il n'y a pas de raison. Et je pense qu'il aurait été parfait, hein, parce que dans la dissuasion au cercle et dans ce qu'on cherche même avec les intérieurs modernes, c'est une espèce de. Ceux qui l'ont pas vu jouer à l'époque, je pense ça aurait été au minimum une espèce de mini Joel Embiid, en fait, je pense, dans le jeu actuel. Alors peut-être Ouais, pas dans la qualité de passe, mais ouais. ouais, je pense qu'il aurait été parfait dans cette équipe-là. Il aurait été parfait, quoi. Ouais, il avait de super bonnes mains, hein, donc effectivement, en qualité de passe, je pense qu'il y avait après, je pense qu'il y a moins de mobilité quand même qu'un Oui, Joel Embiid, certainement. Donc c'est vrai que défendre à l'extérieur, revenir à l'intérieur, tout ça, bon, c'est vrai que ça défendait pas vraiment comme ça à l'époque, quoi. Mais voilà, avant qu'il ait ses poches de glace de 8 kilos sur chaque genou, je pense il aurait été pas mal, quoi. Je c'est pense que ça. ça aurait été pas mal. Il aurait fallu, donc c'est le pâté wing de 87, on prend, quoi. Ouais. 88. Voilà, c'est ça. Celui qui sort de Georgetown, là, qui est Ouais, phénomène athlétique pour sa taille, etc. Ouais, ouais, c'est ça, exactement. exactement. On va peut-être basculer sur. On pourrait faire des heures et des heures là avec toi, Guillaume, sur New York et compagnie. On va peut-être passer sur les rubriques. Qu'est-ce que t'en penses, Pierre? Alors moi, j'avais une question à te poser quand même, Ouais. Théo, parce que toi qui, tous les matins, quand tu te réveilles dans ta tête, avant tu as un réveil automatique, et dès que les premières notes de musique qui passent par ta tête doivent être une base de Tribe Called Quest, je pense, j'imagine, ou un beat de DJ Premier. Dis-nous un petit peu, raconte-nous, toi, ton lien avec la ville de New York, parce que nous, on a parlé du lien basket, mais toi, forcément, tu as un lien musical plus que fort. Là, quand on dit New York coule dans les veines de quelqu'un, je pense que c'est bien dans les tiennes.
Ouais, bah moi c'est comme pour beaucoup de gens, je pense de ma génération, du moins ceux qui étaient de la génération hip-hop entre guillemets, c'est que moi j'ai découvert la ville à travers les films dont tu parlais, Guillaume. Là, ma mère très jeune, elle m'a emmené voir des films de Spike Lee au cinéma, donc je découvrais ça en même temps que je mettais le doigt dans la culture hip-hop. Et à l'époque, c'est vrai que c'était pas que la musique, c'était vraiment un ensemble. Il y avait la danse, il y avait le graffiti, il y avait la musique bien entendu, il y avait les DJ et tout ça. C'était New York, on le découvrait à travers les clips. Enfin, je sais que c'est dur de se rendre compte, mais il n'y avait pas Internet. Donc, quand un disque sortait, moi, je lisais tout ce qu'il y avait marqué dans une pochette de disque. Et c'est comme ça que je commençais à comprendre qu'il y avait des quartiers qui étaient différents, qui venaient d'où. Moi, c'était un peu le grand rêve, le grand fantasme. Mais moi, mon premier voyage en tant que jeune adulte, donc j'avais 19 ans, premier voyage en dehors de même, oui, à l'étranger sans mes parents. On se l'était payé avec mes deux meilleurs potes, qui je passe le bonjour, Harry et Omar. On avait travaillé tout l'été pour se payer nos billets, notre réservation, etc. On était partis à New York. Et en fait, c'est là que c'est marrant avec le recul, parce qu'il n'y avait pas, t'avais pas vraiment Internet, t'avais pas les téléphones. On était partis un peu à l'arrache, quoi, en fait, avec un plan de Manhattan. On savait pas trop où on était. Et en fait, on était logés très près dans un hôtel qui s'appelle le New Yorker, qui était à deux pâtés de maison du Madison Square Près de Garden. J'avais Mickey. même pas capté qu'on serait à un endroit aussi central. Et ce qui était marrant sur ce premier voyage à New York, c'est que, en fait, je connaissais tout par l'image, mais c'est comme si j'étais passé de l'autre côté de l'écran, en fait. Et c'était ça qui était le plus dingue, parce que je reconnaissais les endroits, les atmosphères, mais j'avais l'impression, ouais, d'être passé de l'autre côté de l'écran. Et bah, nous, on était là, enfin, on a pris un petit peu le métro, mais on a arpenté cette ville à pied, les yeux écarquillés. Enfin voilà, on avait l'impression de... C'était un petit peu notre rêve de gamin qui se réalisait. Et... Et ouais, plein de bons souvenirs, quoi, de rappeurs qu'on a croisés, effectivement le terrain de West Force devant lequel on est passé. Alors, j'y étais pas allé jouer cette fois-ci, j'y suis retourné après à New York, donc j'ai eu l'occasion d'aller jouer sur ce terrain-là, mais c'était que des endroits un peu mythiques qu'on observait. Pour nous, c'était un autre univers, quoi. Je sais pas si c'est pareil pour vous, Pierre et Guillaume, mais on avait l'impression que c'était... En fait, c'était très proche, et en même temps, ça semblait totalement inaccessible d'y aller, quoi. Alors moi, j'ai un conseil à vous donner à tous, là, si vous souhaitez. Alors déjà, si vous voulez partir à New York, faire des trucs sympas, on vous conseille ça, hein, toujours. Hein. C'est Rémi Reverchon qui avait fait son road trip, qui lui racontait un peu les histoires des franchises NBA à travers les villes, en rentrant en détail, en expliquant la ville. Là, c'est carrément un guide de voyage. Donc on parle de New York. Et d'ailleurs, il donne une tracklist de New York. Alors Théo, tu vas confirmer avant que je reprenne le propos. Il y a New York State of Mind de Nas, il y a No Sleep Till Brooklyn des Beastie Boys, il y a Across 110th Street de Bobby Womack, Empire State of Mind de Jay-Z, Alicia Keys, bon, New York, New York de Sinatra, The Message de Grandmaster Flash, le Cream du Wu-Tang et le Rockaway Beach des Ramones. Est-ce que ça te paraît correct? Ça me paraît très bien. Je pense que là, Rémi, tu vois, quand tu m'as dit qu'il avait fait une playlist, j'avais oublié ça. J'étais un petit peu déjà sur les nerfs à me dire, je vais lui envoyer un message après. Mais non, non, ça me semble parfait. Ouais. C'est un peu tout Voilà. New York, ça. Donc il y a plein de bons plans pour manger, pour dormir, pour voir du sport, pour aller faire du shopping. Mais moi, j'avais eu une révélation quand j'avais vu le documentaire de Kevin Coolio et Bobito Garcia de Winnie in the Park, de me faire le voyage de ces gars-là. Et j'étais parti avec des potes et on avait visité la ville, enfin on avait fait la ville à travers tous les playgrounds du DVD. Donc on était allé jouer à Rucker. Alors on n'est pas allé le samedi après-midi ou le dimanche, hein. On était allé un matin, même si on n'était que tous les trois, on était allé en haut d'Amsterdam, on était allé à Dykeham, on était allé sur Westford bien sûr, Brooklyn Bridge Park, Hudson Park, voilà. Et du coup ça permet, je vous conseille de faire ça si vous voulez partir entre potes, partir avec votre ballon. Il y a toujours des gens qui jouent et ça permet de rencontrer plein de types qui nous avaient donné plein de plans super sympas où aller manger. Et puis les gens, ils sont contents de rencontrer des Européens qui jouent au basket. Ça vous permet de voir aussi comment ça joue sur les playgrounds new-yorkais. Ou, pour reprendre l'expression de Guillaume, tout le monde doit être un point guard parce que généralement, celui qui monte la balle, c'est celui qui la garde jusqu'au bout. S'il n'y a pas beaucoup de passes. Si vous faites un 3-3 à New York, les gars, vous faites 3 passes, les types, ils vomissent par terre tellement ils ont un tête qui tourne. Quoi. Donc, il y avait ça, et ça avait été une manière complètement géniale de visiter la ville. On était allé sous le métro, la H1, Teach1 avait pris, mais on était monté super haut, quoi, parce que Rocker, c'est super haut, hein, on est à 155, Harlem, c'est 125.
Quand on arrive là-bas, il y a aucun problème. Moi, j'étais retourné avec Fréchère, avec Émeric Parker qu'on embrasse. Mais c'est vraiment une manière géniale de visiter la ville, de le faire à travers ses playgrounds, parce que il y en a partout déjà. Et puis voilà, allez regarder, allez vous asseoir à ce moment-là les dimanches matins pour voir du basket new-yorkais se jouer avec des légendes qui sont là. Et vous les verrez en plus, ces légendes-là. Les Smoosh Parker, les Black Jack Ryan, ils sont là. Vous pouvez encore croiser des Pee Wee Kirkland du côté du rocker à certains moments. Même s'ils jouent plus, ils vont regarder. Donc, vraiment, comme tu disais, on est de l'autre côté de la caméra. Enfin, c'est Noël tous les jours. C'est clair. Guillaume, je t'avais proposé comment dire, de participer à notre petit jeu, petit jeu, à notre petit rituel plutôt des coups de cœur et plus tard des reliques. Est-ce que tu as un coup de cœur de la semaine pour nous? Ouais, bah écoute, j'ai cherché un peu là, parce que c'est vrai on était en bouclage ces derniers temps, donc on va dire que ça n'a pas été les 2-3 semaines les plus détentes. Mais ouais, il y a une série en fait qui m'a bien plu là, que j'ai regardé voilà, pour me détendre, c'était The Gentleman de Guy Ritchie sur Netflix, je crois, effectivement. Ouais. Et j'ai trouvé que c'était vraiment. Alors, je suis un bon fan de Guy Ritchie, globalement, l'univers, je le trouve très bon. Et là, en fait, dans cette série, on retrouve un peu l'ambiance de Snatch, avec en gros le pitch et des nobles anglais, en fait, au décès du père. Donc le fils hérite un peu du château et de tout le domaine, et il s'aperçoit qu'en gros, il y a une énorme plantation de cannabis sous la grange du domaine, mais une organisation visiblement leader au Royaume-Uni, en fait, qui gère comme ça plusieurs plantations en sous-sol énormes. Et voilà, et donc c'est marrant parce que donc, il rentre un peu dans le business et dans tous les à côté. Et c'est vraiment bien fait. Il y a vraiment une qualité d'humour que je trouve toujours assez exceptionnelle dans les productions de Guy Ritchie, là. Et voilà, je vous conseille, c'est vraiment une série sympa. Je ne sais pas s'il y aura une autre saison, mais c'est hyper bien filmé, c'est très quali, les acteurs sont très bons. Donc ça m'a bien détendu après certaines journées intenses de bouclage. J'imagine bien. Non, mais c'est cool parce que je me la suis mise de côté justement. Je me suis dit que ça avait l'air sympa, mais je savais pas du tout de quoi de quoi ça retournait, il retournait. Donc je me note ça. En tout cas, c'est cool. Ouais, ça devrait bien te plaire. Il y a des bonnes séquences assez cultes avec des équipes, enfin, des groupes de gitans, là, comme on a pu avoir dans Ah oui. Snatch, où ils sont toujours assez cultes, hein, quand même, sont vraiment bons. Les scènes sont toujours très bonnes, quoi. Donc ça vaut pas Brad Pitt au niveau du phrasé, mais au niveau de l'ambiance, quand tu débarques dans le camp, tu vois le côté un peu flippant. Donc ils font pas les malins, quoi. C'est assez bien foutu, quoi. C'est très, très sympa. Cool. Pierre Armand, qu'est-ce que t'as pour nous cette semaine? Ah bah alors, plusieurs trucs. Et on parle de New York, c'est difficile d'avoir un coup de cœur. Je voulais vous proposer et vous conseiller ce livre de Colson Whitehead. Alors, si vous aimez la littérature américaine, Colson Whitehead, multi-prix Pulitzer, d'ailleurs, un des rares à en avoir gagné deux presque d'affilée avec Underground Railroad et Nickel Boys. Et là, c'est un petit livre, vous voyez, c'est un portrait en 13 chapitres de la ville de New York. Où il raconte quelques personnages. Voilà, il se promène, il y a Central Park, il y a le métro. C'est des thèmes comme la pluie, comme Broadway, voilà, comme Coney Island. Donc c'est une promenade au milieu de la ville avec un marque-page de qualité. Oui. Nice. Magnifique. Mais voilà, c'est un portrait vraiment très amoureux de la part de Colson Whitehead de la ville de New York. Voilà, c'est très simple et rapide à lire. Il évoque sa ville à lui. Quand on parle de New York, on parle de mode, culture sneakers également. J'ai sorti ça pour Guillaume parce que je sais que Guillaume est C'est on vrai a qu'on n'en a pas certaines parlé encore. Ouais. conversations au niveau des sneakers, c'est qu'il aime ça. On parlait de Walt Frazier, la Clyde est un modèle, c'est sûr, intemporel de la ville de New York. Ils avaient sorti avec la marque Okay. Undefeated une version Knicks comme ça, donc enfin New York plutôt, orange et bleu, de bonne facture. Il y a une marque qui est très connue à New York, c'est Ronnie Fig avec sa marque Kiss. Ronnie Fig qui a designé toute la collection City Edition de cette année de New York. Alors, Théo, il n'aime pas les rayures, mais ce maillot
avec ce dégradé qui était là et le maillot qu'on a beaucoup vu pendant les playoffs, avec lequel ils ont beaucoup joué. Ils avaient fait un parquet spécial. Et Ronnie Fieg qui avait sorti avec Kiss une Air Force One, tu vois, avec le fameux logo de New York ici, avec un swoosh orange, un swoosh bleu. Et au lieu du Nike Air, il y avait marqué Kiss Air derrière. Voilà, donc c'était deux petites choses sympas à montrer. Et puis un dernier truc quand même, tu parlais de Spike Lee, j'étais obligé de te sortir ça, j'aurais pu le sortir en relique, mais j'ai pas sorti. En 1996, quand les Yankees, parce que New York, on parle souvent, on dit toujours, il n'y a pas eu de victoire au Garden depuis les Rangers en 94, etc. Mais la ville de New York, avec les Yankees, a quand même engrangé des titres, fait quelques parades dans la ville. Et Spike Lee avait demandé, pour se faire remarquer dans cette série, d'avoir une casquette des Yankees, donc, qui est historiquement bleu marine, comme celle que j'ai sur la tête, comme celle-là que vous connaissez tous. Mais lui, il avait dit, moi, j'en veux une rouge. D'accord. Et du coup, New Era a fait ce qu'on appelait des Heritage Series, avec une belle boîte qui s'ouvre comme ça, vous voyez, avec Spike Lee, avec l'histoire donc de cette casquette. Et donc, ils avaient demandé de faire une casquette rouge. Tu vois, alors dans la boîte, il y avait même en goodies une balle officielle de ça. Et donc, avec la signature, tu vois, Spike Lee Joint à l'intérieur. Design for New York. Et si on voit, vous voyez la signature de Spike Lee qui est à l'intérieur. Voilà. Donc il y avait le modèle rouge et le modèle bleu qui est là également, pareil, tu vois, avec la marque de Spike Lee à l'intérieur. Donc il y avait eu ces deux modèles qui avaient été édités par New Era, sachant que celui-là est donc celui des World Series 96. Donc ils avaient réédité ça. Donc pour dire qu'il y a quand même un héritage permanent autour de ça. Et le logo des Knicks et le logo des Yankees qui doivent être parmi les logos les plus connus dans le sport mondial, je pense. Donc voilà. Et dernier coup de cœur pour Théo, parce que quand même il en fallait un musical. Moi, c'est un de mes groupes préférés, un de mes albums préférés de l'époque. C'est le premier groupe de rap interracial, enfin pratiquement interracial en tout cas, qui avait eu. Alors là, je suis en train de faire un quiz pour Théo, mais je vais lui dire 3 mots, c'est terminé. Hein. Il est trop fort à ce niveau-là. Si je lui dis Richie Rich, Pete Nice et MC Search, évidemment, c'est trop facile pour lui. Third Base. Voilà. Oh, magnifique d'avoir sorti celui-là. Ouais. Avec le Derelicts of Dialects qui est là. Et Third Base qui avait même fait la bande originale d'un film, enfin le thème d'un film qui s'appelait Gladiator, alors qui n'est pas le Gladiator de Ridley Scott, je vous rassure, qui est un Gladiator beaucoup plus pété sur la boxe underground, une sorte de fight club dégueulasse. Alors ça fait, ça fait écho un petit peu à ce que disait Guillaume, avec un blanc qui fait de la boxe underground pour éponger les dettes de son père et un Afro-Américain qui, lui, veut sortir du ghetto et qui se retrouvent tous les deux avec un promoteur véreux, mais finalement, ils vont devenir copains. C'est bien écrit. Ça me donne envie de chialer à chaque fois. Donc voilà, Gladiator, vous le regardez pas, ça sert à rien. Mais voilà, Third Bass, un groupe que j'adore. Voilà, et c'est un super disque qui parle. Alors il y a un gros sample de Peter Gabriel sur le Pop God the Weasel, mais en plus c'est très très drôle. Les paroles sont pleines de bon sens. Et c'est vraiment pour moi voilà, le golden age du hip-hop new-yorkais, il est à cette époque-là, avec aussi Trap, bien sûr. Mais voilà. Third Bass, j'imagine que Théo, ça te parle. Voilà, ça c'était mes coups de cœur. Alors, il y en a plein, mais il y en aurait pu avoir d'autres. Non, mais pour la petite anecdote, ce disque de Third Base, je me le suis fait taxer par mon prof de français quand j'étais en première, parce qu'il se demandait ce que c'était que j'avais dans les mains. Et donc j'ai fait écouter Third Base à mon prof de français de première. Bref. Non, bah, super cette sélection. Pierre, moi j'en ai deux aussi. Un à l'ancienne, alors c'est pas une nouveauté du tout, mais c'est ce film The King of New York d'Abel Ferrara. Un film que j'adore. Personnellement, mon préféré sans doute d'Abel Ferrara, avec Christopher Walken qui est incroyable dans le rôle de Frank White, un
un gangster qui sort de prison. Frank White, donc le pseudo de Biggie Smalls, voilà, il vient de ce film, King of New York, et avec Lawrence Fishburne, qui est un de mes acteurs préférés aussi, et que je trouve incroyable dans ce film, et qui joue sans doute à l'écran le premier gangster de la culture hip-hop, parce que voilà, c'est un gangster hip-hop avec chaîne en or, et puis Kangol, si je me trompe pas, sur la tête. Donc voilà, un film historique qui m'a beaucoup marqué, que j'ai regardé encore il y a pas si longtemps que ça. Donc voilà, si vous aimez les films d'ambiance plutôt glauque, hein, quand même, on va pas se mentir, je vous Oui. conseille plutôt glauque, comme souvent avec Abel Ferrara, je vous conseille ce film. Et la Et plus grande fête de danse de l'histoire, pratiquement. oui. Wow. Oui, Je crois pas qu'il y a un rayon de soleil dans le film, je crois. non, t'as l'impression que tout a été filmé de nuit, mais De t'es nuit, même. de pluie. C'est pas le soir, quoi. C'est de nuit, quoi. T'es entre De nuit, 2 heures de nuit. et. Voilà, exactement. C'est pas la nuit claire avec les belles étoiles, quoi. Voilà, c'est ça. C'est exactement ça. Grand Et film. autre coup de cœur de la semaine musicale, pour le coup, morceau qui préfigure un album entre Common, un rappeur, je sais que t'aimes bien aussi, Guillaume, rappeur de Chicago, mais produit par Pete Rock, l'un des meilleurs producteurs de hip-hop de tous les temps, l'un des meilleurs producteurs new-yorkais. Voilà, un morceau qui s'appelle Wise Up. Je vous mets le lien vers le clip qui est très beau, très réussi. Et il y a quelques semaines, en coup de cœur, j'avais mis le morceau de Nas avec DJ Premier qui visiblement annonce un album. J'ai l'impression que c'est 2 albums qu'on attendait depuis les années 90. On se disait, bon, bah, jamais ça va se faire. Un album Nas, DJ Premier, et un album Common produit par Pete Rock. Et finalement, c'est en train de se faire en 2024. Donc, comme quoi, faut continuer de rêver en grand, comme dirait Tony Parker. Si on se moque de toi quand tu dis tes rêves, c'est que t'as pas rêvé suffisamment grand. Donc voilà pour mes coups de cœur de la semaine. Très belle rêve. Guillaume, on l'a dit, on l'a laissé entendre. Gros sneakerhead. C'est quoi ta prochaine target? Parce qu'on en parle souvent. Guillaume est un fan hardcore de la Jordan 4. Et dans mes coups de cœur de la semaine, il faut le dire, Giancarlo Esposito a rejoué la scène de Do the Right Thing, où il porte la dernière Jordan 4 qui est sortie dans son couleur anciennement Military Blue, devenu Industrial Blue, où il se fait remarcher sur la chaussure, rerouler par un vélo, et il refait son Yao complètement à mourir de rire. Regardez ça, on l'a mis sur Basket Session. Yo, Joey done rocked around, but what? No. Yo! Mais Guillaume, amoureux transi de la Jordan 4, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont tapé dans l'œil dans les semaines à venir? Alors, je vais être franc avec toi. C'est vrai que j'essaye de me couper. C'est une sorte d'addiction quand même, hein. Tu connais ça. J'avais réussi à me couper en fait de cette addiction sneakers pendant quelques années. Et je suis retombé un peu dedans à cause de toi, hein. On va dire les choses, hein. C'est de vrai ma qu'à faute. chaque fois, tu m'envoies des liens vers ces trucs et tout. Bon. Donc, j'ai craqué 2 fois, hein, tu le sais, pour la Pine Green, où j'étais obligé, la collab, enfin Nike SB, donc Jordan 4 Pine Green, qui est magnifique, que j'ai dû mettre 2 fois en 2 ans. Donc voilà, j'arrive pas à les mettre. C'est la 4 SB, ouais. Pardon? C'est la 4 SB. Ouais, SB exactement, ouais, verte là. Et puis la dernière sur laquelle j'ai craqué, bah, c'était la Bread, là, donc la Jordan 4 Bread. Et depuis, tu vois, même la Military Blue, tout ça, j'ai essayé de me couper de ça, de ne pas craquer, parce que maintenant, en plus, ça coûte quand même 3 bras et demi. Donc non, j'essaie même de ne pas me rencarder sur les sorties pour ne pas acheter une nouvelle paire, quoi. Mais ce que je fais maintenant, qui est quand même beaucoup plus sympa, c'est que j'en achète pour mon fils. Voilà. Donc, c'est en petite taille, il a 9 ans, et ça me fait bien plaisir de lui prendre sur Vinted, hein, des Jordan 4 ou 3 à des prix super raisonnables, et lui, il est trop content. Et voilà, ça me semble plus utile. En plus, il est meilleur. Faudrait qu'un jour je vous fasse lire nos échanges sur WhatsApp avec Guillaume. Généralement, je lui envoie une chaussure de 4, et derrière, soit ça répond « Oh putain » avec 3 petits points, ou « Merde » avec 3 petits points. Après, il m'envoie un lien Vinted en me disant « T'en penses quoi ?» Bon, après, il m'envoie le « Bon, t'en es où sur ton papier ?» Bon, ça, d'ailleurs, ça, on n'en parle pas. Mais généralement, sur nos échanges sneakers, c'est toujours et merde, genre, on va être obligé d'y aller, ou en tout cas, ça va nous empêcher de dormir. Et c'est vrai que pour ajouter à ça, quand même, t'es mon conseiller numéro 1, parce que c'est vrai que bon, pour les gens fans de sneakers comme nous, on sait que maintenant, avec les drops et tout, c'est devenu très compliqué d'avoir certaines paires. Donc, on est obligé de passer sur du resell. Donc, on est obligé de passer par Vinted.
et la Jordan 4 étant une des paires les plus copiées. Ah oui. Arriver à trouver une paire de Jordan 4 authentique, c'est vraiment devenu un chemin de croix, quoi. Donc, c'est vrai que la plupart du temps, c'est lien vers Pierre Armand. Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que tu crois qu'elle est legit ou pas, quoi? Et souvent, attends, demande la photo de tel endroit, telle couture, tel truc. Et c'est vrai que j'avais presque abandonné à un moment donné où, en fait, il faut C'est vrai. vraiment réagir très vite. Oui, oui, Faut arriver à les prendre tout de suite avant qu'elles soient copiées. c'est ça. 6 mois après, c'est trop tard, quoi. Donc, Après, il y a ça, franchement, on va pas se mentir. Il y a certaines copies, moi je serais incapable de faire la différence. La seule différence que tu fais, c'est évidemment sur le prix, parce que tu sais très bien que un truc, une chaussure qui est sold out partout, qui sort généralement, elles sont à 52,54 euros, tu vois, elles ont des prix aberrants. On le voit, mais il y a des copies aujourd'hui qui sont. Enfin, c'est difficile ouais. de. Même StockX, qui a son service de vérification, au bout d'un moment, a dit bon, ben, on peut plus être à 100% sûr sur certaines choses, quoi. Ouais, ça m'étonne pas. Bah, je pense que c'est fabriqué plus ou moins dans les mêmes usines, donc avec les mêmes talents. Contrairement au MOOC où il y a maintenant une carte comme celle-là avec le certificat d'authenticité de la rédaction de River qui veut dire que c'est le bon. Exactement. Guillaume, tu nous as préparé une petite relique aussi pour cet épisode? Oui, alors effectivement, alors ma relique, bah, ça fait écho. Alors c'est pas facile, hein, c'est un peu grand, hein. Ça fait écho à le match dont tu parlais. En fait, bon, bah, ce match, donc le match de Jordan au Garden m'a tellement marqué que j'avais fait un cadre, voilà, super. Incroyable. mais où on a donc le journal que j'avais acheté donc de l'époque, donc le 10 mars 2003, donc le New York Post, avec ce magnifique Airy Tail Ends. Et Jordan hits for 39 but lose in Madison Square Garden final. Donc on voit Jordan ici face à Sprewell. J'avais mes petites places voilà, que j'avais gardées à l'époque. Je ne sais même pas s'il y a le prix. Ouais, $60. Donc c'était quand même cool. Ça doit plus être le cas maintenant. Non, c'est clair. Et il y a même des magnifiques photos prises voilà, sur le terrain avec mon appareil photo de grande qualité à l'époque. Et donc, dont on parlait, bah voilà, l'entrée du Madison Square Garden en bas. On a l'impression que ça a été pris en 87, mais non, ce n'est pas si vieux que ça. Et là, en tout petit, il y a même une photo de moi au bord du terrain avec ma casquette des Knicks. Bien fier de moi. Donc voilà, c'est ma petite relique voilà, pour me rappeler de ce truc. Très belle relique. Voilà. Très, très beau. Jusqu'à présent, en fait, c'était. Ma femme a mis un veto, j'avais pas le droit de l'encadrer. Mais là, aujourd'hui, j'arrive à trouver. Enfin, je pouvais pas le mettre au salon, ce truc. J'avais un petit veto là-dessus. Mais là, dans mon bureau, j'ai le droit, donc c'est cool. Ok. Toi, Théo, t'as quoi? Pas comme veto, mais comme relique. Non, veto, impossible. Il y a que l'épouse de Guillaume qui peut lui mettre des vetos. Personne d'autre n'en est capable. Ou ta mère. Hein. Faut faire gaffe. Allez, moi pour ma relique, j'ai sorti un disque new-yorkais, donc un rappeur que vous connaissez forcément qui s'appelle Big Daddy Kane. C'est son maxi qui s'appelle Raw, mais la petite spécificité, pourquoi c'est ma relique, c'est que j'ai eu la chance de pouvoir, même si je suis pas un fan des autographes, le faire signer par Marley Marl, le producteur qui a produit donc ce disque et qui a produit l'essentiel des rappeurs de ce qui s'appelait le Juice Crew à l'époque, Biz Markie, MC Shan, Big Daddy Kane bien entendu, Cool J-Rap. Voilà, et Marley Marl pour le coup c'est vraiment, tout à l'heure je parlais de Pete Rock et DJ Premier, c'est le père fondateur en fait de la production de hip-hop moderne type new-yorkaise. Si vous lisez des interviews de Pete Rock ou de DJ Premier, ils vous diront tout de suite que dans leurs principales influences il y a Marley Marl, et j'avais eu l'occasion de faire une interview avec lui. Il était venu en France, voilà, à tout hasard j'avais ramené un disque et je l'ai fait qu'à 2 reprises, de ramener un disque à le faire signer, et j'avais été épaté parce que le mec avait été charmant au possible, super sympa. J'étais resté hyper longtemps. Quand je lui ai montré le disque, il avait regardé pour voir quel pressing c'était, de quel pressing il s'agissait, si c'était un authentique ou pas, etc. Mec super sympa, et donc vraiment un pionnier et quelqu'un qui a contribué à révolutionner la production musicale hip-hop telle qu'on la connaît aujourd'hui. Donc voilà ma petite relique. C'est beau ça, C'est beau. quand c'est dédicacé comme ça. Bravo. Alors moi, ma relique, elle est pour Guillaume, bien sûr. Allez, Regarde ce que je te là, le sors. beau gosse. Oh, le Bombers. Non, Regarde. le satiné, pardon. Le satiné. Satiné, là. Ouh là là. Ah oui. ouais, la classe. Voilà, original Mars Blackmon Oh là là. Starter. Starter. de l'époque. Putain. Celui-là, il est. Ouais, regarde le pad qui est là.
Oh là là. Wow. Ah oui, de l'époque vraiment quoi. Ah oui, Ah oui, il ouais. est de l'époque, c'est celui qui est porté par Mars Blackmon dans Nola Darling. Alors, franchement, vous partez au Canada avec ça, ça tient chaud encore aujourd'hui, c'est incroyable. Et puis, il est made in USA, donc c'est bien marqué ici, New Haven. Voilà, donc c'est des produits qui étaient authentifiés NBA, mais encore des starters made in USA. Donc voilà, celui-là, je le chéris plus que tout. Bravo. Il n'y a rien Ouais. marqué derrière, hein. Derrière, il se suffit Sobre. à lui-même. Il n'y a pas Ouais. de logo parce que parfois, aujourd'hui, ils mettent le logo derrière. Donc voilà. Magnifique. Ouais, que du lourd là sur les reliques. Exactement. Guillaume, merci encore. Franchement, on aurait pu faire 2 fois, 3 fois la longueur. Je pense que ce qu'on fera, c'est on fera une deuxième partie plus tard pour reparler de New York, parce qu'il y a des tas de choses dont on n'a pas encore pu discuter tous les trois. Merci de nous avoir accordé un petit peu de temps, d'avoir été avec tous. C'était un kiff, même si, Avec plaisir. même si voilà, j'ai la chance de pouvoir échanger fréquemment avec toi. C'était cool de le faire dans ce cadre-là. Pierre-Armand, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Oui, exactement. N'oubliez pas le vendredi, des infos absolument essentielles pour la suite de votre week-end. Vraiment, si vous les avez pas, ça peut vous flinguer la fin de semaine. Donc, précipitez-vous. Ça marche. Bah, on vous dit à très vite à tous. Merci encore d'être avec nous chaque dimanche. Et puis, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Hoop Culture. Ciao à tous. Salut! Merci les gars. Ciao.